Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Pourvu que ça dure, l'émission qui rend l'éco-responsable sur Public Sénat. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux banques car elles n'ont jamais été confrontées à autant de défis en même temps, à commencer par une pression de la concurrence, notamment celle des banques digitales qui séduisent de plus en plus de Français. Sans compter l'appétit des GAFA qui tentent quelques incursions dans les services bancaires, vous verrez. Et puis le secteur bancaire est l'un des plus réglementés, sans oublier les faibles taux d'intérêt qui réduisent leurs marges. Alors le métier de banquier doit-il se réinventer pour assurer sa pérennité? On posera la question à Laurent Mignon, le président du groupe Banque Populaire Caisse d'Épargne. Mais d'abord focus sur ces acteurs numériques qui cherchent à détrôner nos banques traditionnelles. Manuel Legre. Qu'est-ce que je vous mets les gars? 3 barquettes? Sébastien, 36 ans, vient de monter une petite affaire aux portes de Paris, à Montrouge. J'en prie. Des plats cuisinés à emporter. Un riz, une cuisse, la boisson et un coca. Sébastien débute sa journée aux aurores et finit à 23 h. Dans la restauration, c'est toujours ça. C'est tu cours, t'as pas le temps. Tu n'as pas le temps. Ce qui lui laisse peu de temps pour gérer les livraisons, la paperasse et ses comptes en banque. Bon, entre deux clients, je suis en train d'effectuer un virement parce que je suis obligé de le faire, de gérer mon administratif sur mon téléphone. J'ai accès à tout. C'est une banque en ligne, donc c'est simple, c'est rapide. Ça correspond à mon planning à moi. Il y a 2 ans, Sébastien hésite à quitter sa banque de quartier pour un établissement entièrement en ligne. Aujourd'hui, il ne regrette rien. J'étais dans une banque traditionnelle. Ça me coûtait 350 € par an de frais bancaires pour avoir une carte et un compte chez eux. Aujourd'hui, ma banque en ligne ne coûte rien. Je traite toutes mes opérations à distance et auquel cas, si j'ai besoin, je peux appeler sur des amplitudes d'horaires beaucoup plus larges que celles d'une banque, un conseiller compétent et qui va traiter mon opération si je ne peux pas la faire à distance. J'ai tout à y gagner sur tous les plans. Ces dernières années, le paysage bancaire français se métamorphose. La plupart des établissements traditionnels tiennent le marché depuis près d'un siècle, mais aujourd'hui, ils font face à de nouveaux acteurs prêts à dépoussiérer le secteur. Aujourd'hui, 4,5 millions de Français ont leur compte dans des banques exclusivement en ligne, comme Boursorama, Biforbank ou ING. Et ce n'est pas tout. De nouveaux établissements, appelés néobanques, apparaissent chaque jour, comme N26, Revolut ou encore Max, qui n'a pas 4 ans d'ancienneté. Qui se cache derrière ces nouveaux établissements? Ces banques permettent-elles vraiment de faire des économies? Donc les frais bancaires par an en France, c'est 200 € tous les ans. Chez Boursorama, c'est moins de 10 €. Donc vous avez une économie juste sur la partie banque au quotidien, votre carte de crédit, vos chéquiers, votre compte courant, qui est divisée par 20. Vous voyez, c'est simple, c'est un modèle économique différent et le client est gagnant en pouvoir d'achat. L'objectif de cette banque en ligne est d'atteindre plus de 4 millions de clients en 2023. Ces chiffres donnent le vertige et des idées à d'autres investisseurs. De plus en plus de néobanques apparaissent, difficile de s'y retrouver. C'est simple, rapide, mes finances n'ont jamais été aussi bien organisées. La plus connue est N26 avec 2 millions de clients en France. Mais cet établissement n'offre pas les mêmes services que les banques traditionnelles. Impossible d'obtenir un prêt immobilier, par exemple. Quels sont les statuts de ces nouveaux établissements? Ont-ils les mêmes garanties que les banques traditionnelles? Pas forcément. Quand on est consommateur, il faut vérifier le statut de l'établissement, si c'est un établissement de crédit, donc une banque, ou si c'est un établissement de paiement ou de monnaie électronique. Si c'est un établissement de crédit, c'est ce qu'on appelle une vraie banque, entre guillemets, et on est garanti de récupérer jusqu'à 100 000 € de ces fonds. Des comptes garantis à 100 000 € en cas de faillite et toujours plus de services. Il y a dans le monde un nouvel acteur qui se crée tous les mois pour proposer du service financier de banque au quotidien, plutôt autour du paiement. On ne sait pas encore la manière dont ils vont évoluer en termes de rentabilité, de profitabilité. Il y a une réelle interrogation sur, dans quelques années, combien d'acteurs resteront. Parmi les néobanques, on trouve Greengot, un établissement de paiement qui prend soin de la planète. C'est le défi un peu fou que s'est lancé Maude Caillot, du haut de ses 27 ans. Hello tout le monde, très contente de vous voir. Andrea, au niveau des investissements, est-ce qu'on est d'accord qu'on va privilégier le Greenfin? Donc on va regarder un peu ce que fait Greenfin. Enfin, on sait ce que fait Greenfin. Aujourd'hui, 21 000 clients ont décidé d'apporter leur confiance à la jeune entrepreneuse. Merci à vous toutes et tous, et puis à très vite.
Parce qu'aujourd'hui, en fait, on le sait que trop peu, mais son argent dans les banques traditionnelles, il permet de financer les énergies fossiles, donc le pétrole, le gaz, le charbon. Et moi, je fais partie d'une génération qui essaye de faire très attention à son impact sur l'environnement. Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de solution pour nous, pour mettre notre argent au vert, en fait, pour faire en sorte que notre argent ne finance plus ça, l'énergie fossile, mais finance ce qui va avec nos valeurs, c'est-à-dire plutôt les entreprises de la transition bas carbone. Maud garantit de réels placements verts et rien qu'en utilisant la carte bancaire, le client protège l'environnement. Vous avez avec nous un impact au quotidien puisqu'à chaque fois que vous payez les frais que le commerçant paye, à chaque fois que vous payez par carte, nous on les redirige vers des associations, notamment par exemple l'association de dépollution du plastique dans les océans. On achète aussi des hectares de forêts primaires au Brésil pour les sauver de la déforestation et on développe des projets d'énergie renouvelable. Que ce soit les établissements en ligne, des néobanques, vertes ou pas, la concurrence est rude pour les banques traditionnelles. 68% des Français seraient prêts à faire de ces nouveaux acteurs en ligne leur banque principale. Carte bancaire, compte courant, crédit à la consommation, non seulement les banques traditionnelles doivent se méfier des banques digitales, mais aussi garder un œil sur les GAFA qui lorgnent sur une part du gâteau bancaire. Bonjour Pascal Delima. Bonjour. Vous êtes économiste et prof à Sciences Po. Est-ce que c'est de la science-fiction ou est-ce qu'en 2050 on peut imaginer que sa banque s'appelle Google ? Alors, en 2050, on pourra imaginer, certes, mais il faut quand même bien comprendre pour se projeter ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, très clairement, les GAFAM ne sont pas dans les crédits immobiliers ni dans les crédits à la consommation. Oui, mais pas encore. Pas encore, sauf aux États-Unis, et encore, elles ne sont pas réglementées, si vous voulez. Donc en Europe, aujourd'hui, on n'est que sur du paiement sans contact, mobile. Maintenant, ce qui est source d'inquiétude pour les banques traditionnelles, c'est qu'elles ont des ambitions complètement folles, en fait, hein, et puis elles ont une trésorerie considérable. Et donc, cette trésorerie et leurs ambitions, il faut savoir que Alphabet, hein, la société mère de Google, depuis 2000, a lancé plus de 43 projets dans le domaine de l'octroi de crédit, dans le domaine de la cybersécurité. Bref, c'est des projets tous les jours avec des fintechs. Et donc, ça fait craindre quand même une arrivée progressive des GAFAM sur les marchés bancaires traditionnels. Déjà, aujourd'hui, c'est c'est pas le cas. sur les marchés américains, on voit beaucoup de choses. Aucun GAFA ne fait du crédit pour le coût immobilier pour le moment, mais c'est inéluctable. Ils ont avancé leur pion, vous l'avez dit, dans la carte de crédit, le crédit à la conso aux États-Unis. Alors, aux États-Unis, il y a Apple Pay pour les paiements, mais il y a aussi des crédits, la possibilité d'étaler les paiements sur les produits Apple. Il y a, si vous voulez, des financements locatifs également. Et faut-il le rappeler qu'Apple en France fait, avec le CIC notamment, des services de location, du leasing, comme on le dit. Hein. Donc, il y a déjà quand même une première pénétration sur les marchés de services financiers en France. On n'est qu'au balbutiement, on n'est qu'au début. C'est pas sur des crédits conso, c'est pas sur des crédits immobiliers, où là, certaines néobanques comme N26 et Revolut sont beaucoup plus menaçantes, mais on commence à gratter un peu. Amazon qui accorde des petits prêts tout à fait. aux PME françaises. C'est le début de quelque chose, c'est une attaque frontale, ça aussi. Hein. Alors, c'est une attaque frontale, c'est pas encore réglementé, c'est-à-dire que il faut faire attention, il faut quand même prévenir tout le monde qu'il faut être prudent. Il faut savoir qu'Amazon aux États-Unis, c'est encore plus fort qu'en Europe, puisque Amazon aux États-Unis fait des crédits d'exploitation aux PME, TPE. Hein. On a encore avancé d'un coup, si vous voulez. Bon, voilà. Mais globalement, aujourd'hui, il faut bien le rappeler, ça reste encore un prestataire de services de paiement qui travaille avec des banques. Exactement. Et qui ne sont pas réglementés. Pour l'instant. Est-ce que, dans le fond, les GAFA, ils veulent ou ils ne veulent pas être banquiers ? Est-ce que les services bancaires, c'est une espèce de relais de croissance pour eux, ou est-ce que ça sert leur modèle parce que c'est une façon d'avoir plus d'informations sur les clients utilisateurs que nous sommes ? Oui, il y a deux sujets. Il y a la question du fait que les GAFAM gèrent énormément de données sur les clients. Lorsque vous faites un paiement via Apple Pay, via Google Pay, en fait, vous fournissez des données considérables. Via Apple Watch, vous fournissez des données considérables. Vous allez au restaurant, vous payez via Apple Watch, vous fournissez des données considérables. Donc, ça leur confère un avantage, si vous voulez, par rapport aux banques, parce qu'on dit que les banques détiennent 200 ans de données. Mais en réalité, en 2 ans, les GAFAM peuvent détenir le même nombre de données. Donc elles ont un avantage sur l'information. C'est une menace pour les banques. Ce n'est pas une menace imminente pour nos banques européennes,
C'est pas une menace imminente, mais cependant, du fait de cette gestion de données, Ouais. du fait de ce qu'on observe aux États-Unis, du fait de leurs ambitions, on les connaît, Et leur puissance et de financière. leur puissance financière, il y a réellement une menace. Faut-il comparer la capitalisation quand même des GAFAM, hein, 5 300 milliards, c'est pratiquement voilà, le PIB, c'est plus que le PIB des Pays-Bas, si vous voulez. Hein. Donc c'est quand même quelque chose d'assez considérable. Pour l'instant, il y a des partenariats entre les banques américaines. On se situe aux États-Unis et les GAFA. Apple a passé un accord avec Goldman Sachs, Google avec Citigroup. Donc pour le moment, on n'est pas au stade de la guerre, mais du Non. partenariat. On est au stade du partenariat parce qu'il faut bien comprendre que les GAFAM, ça reste quand même de la technologie. Mais en face, il y a le métier. Et aujourd'hui, et d'ailleurs, je pense d'ailleurs à très court terme, le métier, ça reste encore dans la banque. Hein. On peut pas, on gère pas des crédits, on gère pas le risque bancaire du jour au lendemain avec uniquement des applications. Parce que pour résumer, finalement, ce sont des applications, c'est de la technologie. Par contre, il y a des partenariats qui commencent à se tisser entre GAFAM et banques, entre banques Les et banques néobanques, qui conçoivent les produits, qui conçoivent les produits, qui font la stratégie, qui mais font un le jour, les métier. GAFA voudront peut-être se passer Alors des voilà. banques et avoir la relation en direct avec le client. C'est ça l'idée, c'est de pouvoir avoir la relation en direct. Ceci dit, il y a encore je pense, un laps de temps important parce qu'il y a la Ah réglementation oui, qui est extrêmement contraignante. pour les Puis, banques. bien, pour les banques Et dont ne et pour les raffolent pas GAFAM. les GAFA. Pour les GAFAM, on voit très bien ce qui se passe aux États-Unis avec Facebook, avec une tas d'histoires, hein, Cambridge Analytica, etc., Microsoft et les abus de position dominante. On voit très bien que surtout, on ne voit pas des autorités de tutelle agrémenter les GAFAM dans les services financiers comme le font les banques du jour au lendemain. Il va falloir attendre encore un peu. Mais voilà, dans 50 ans, quand on parle du monde du tout techno et du transhumanisme lié aux métiers de demain et aux innovations, on se demande pourquoi finalement les GAFAM n'iraient pas beaucoup plus loin. Donc moi je dirais Donc- plutôt sur 50 ans oui, sur 40 ans oui, sur après-demain non. Par contre attention, et là c'est plus des mammouths un peu lents technologiques, mais ce sont des hyènes extrêmement rapides, Ouais. ce sont les néobanques. Parce que là N26 et Revolut par contre sont déjà des établissements de crédit. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, moi Pascal qui vous Delima, remercie. économiste et professeur à Sciences Po. Et ben justement, cette concurrence des GAFA et des banques digitales, est-ce qu'elle fait vraiment peur aux banques traditionnelles? On va poser la question au président du groupe Banque Populaire Caisse d'Épargne. Les menaces se multiplient-elles pour les banques? On en parle avec vous, Laurent Mignon. Bonjour. Bonjour. Petit check, installez-vous. Merci. Merci. Président du groupe BPCE, Banque Populaire Caisse d'Épargne. On parlait juste avant des incursions des GAFA dans les services bancaires, dans le domaine de la finance, notamment évidemment aux États-Unis. Est-ce que vous prenez ces menaces au sérieux, au vu, j'ai envie de dire, de leur force de frappe financière, de leur savoir-faire technologique, ou même pas peur? Ah non, non, je crois qu'il faut prendre ça très au sérieux. Les GAFA, comme vous le soulignez, elles ont beaucoup de moyens financiers. Elles ont surtout une très grande habitude de la relation client. Donc, c'est des gens à prendre très au sérieux. Il faut être concentré, il faut développer sa propre stratégie. Et nous avons des stratégies digitales importantes. Nous digitalisons nos banques pour qu'elles puissent répondre aux attentes des clients. Nous, le groupe BPCE, par exemple, on a pris une stratégie assez originale qui est de ne pas vouloir développer une banque directe, une banque purement digitale. On a décidé de digitaliser nos relations bancaires de toutes nos agences, des caisses d'épargne, des banques populaires. C'est une stratégie qu'on appelle Digital Inside et qui fait que aujourd'hui, les applications des banques populaires, les applications des caisses d'épargne sont parmi les mieux notées du marché, aussi bien que celles des néobanques les plus recherchées. Donc, On va parler il des ne faut pas néobanques, avoir mais peur. juste, encore une fois, on voit que Apple s'est allié avec Goldman Sachs pour lancer une carte bancaire aux États-Unis. Là, encore une fois, vous vous associez pour lancer une carte bancaire avec Apple. Vous dites pourquoi pas, ou vous fermez la porte? Non, en l'occurrence, je n'ai pas besoin d'Apple pour développer une carte bancaire. Donc, en l'occurrence, aux États-Unis, Apple s'est associé avec quelqu'un qui n'est pas une banque de détail. Ouais. Donc, s'il faisait, il entrerait dans le marché de la concurrence directe avec les banques. Je ne suis pas sûr que les GAFA aujourd'hui aient l'intention de rentrer dans le marché bancaire retail en Europe. Le cœur de notre modèle, c'est la relation client. C'est cette proximité que nous sommes capables de nouer avec lui grâce à notre proximité de nos agences, encore une fois, Caisse d'épargne, Banque Populaire, le rôle du conseiller qui est demandé par nos clients. On le voit d'ailleurs en sortie de crise, les gens souhaitent une proximité, une capacité de dialoguer avec un conseiller, mais ils souhaitent aussi pouvoir faire leur banque à distance. Aujourd'hui, 80% de nos clients utilisent les canaux digitaux de leur banque tous les jours, et ça croît fortement. Donc,
il faut pouvoir leur offrir les deux. Et à partir du moment où on le fait bien, il n'y a pas de raison Ouais. de penser que nos modèles sont en danger si on continue à investir. Après, selon KPMG, 68%, c'est pas rien, des clients seraient prêts à faire de leur néobanque ou banque digitale leur banque principale si tous les services bancaires étaient proposés. Est-ce que, à terme quand même, peut-être un terme rapproché, ces banques en ligne, ces néobanques vont vous faire de l'ombre, Non, elles nous forcent. à vous réinventer? Oui, exactement. Elles nous forcent elles nous, Oui, mais elles elles vous nous mangent aussi, aiguillonnent. elles vous mangent de la laine sur le dos, hein. Oui, mais pas tant que ça. Aujourd'hui, nous gagnons des clients, globalement. Nous continuons à gagner des clients. Et donc, elles nous forcent à nous réinventer, elles nous poussent à penser différemment les choses. Et de ce point de vue-là, c'est positif. Moi, je vais vous donner un exemple. Là, pendant le Covid, qu'est-ce qui était aux côtés des Français pour les aider? Qu'est-ce qui a aidé les entreprises françaises à traverser cette crise? C'était les néobanques? Non, c'était les banques de proximité. C'est nous qui avons fait des PGE, qui avons accompagné les Très garantis par artisans, l'État. les pros pendant cette période-là. C'est pas les néobanques. Cette proximité-là, cette capacité à bien connaître le besoin du client, elle est indispensable. Je dis pas que les néobanques peuvent pas apporter de la Elles apportent valeur et des choses, mais pour l'instant, d'abord, aucune d'entre elles n'a démontré un modèle économique qui Viable. tenait la route, Profitable. et puis, Pour le moment. oui, mais bon. Et nous, par ailleurs, nous faisons les investissements pour pouvoir avoir la même qualité de service que ce qu'elles offrent. Il y a la concurrence des banques digitales, Laurent Mignon. Il y a les contraintes réglementaires. Il faut en parler parce que, quelque part, est-ce que ces néobanques, elles sont réglementées comme une banque peut l'être? On dit qu'être banquier, et je ne suis pas là pour vous plaindre, mais dire que c'est beaucoup de paperasse et beaucoup de fonds propres. Ah, c'est sûrement beaucoup de fonds propres. C'est Et de la beaucoup paperasse de. aussi, hein. Oui, enfin, je sais pas, la paperasse, il y en a de moins en moins, mais c'est beaucoup de procédures, de vérifications. Vous savez, nous, on doit vraiment nous assurer à chaque fois qu'on fait des transactions, on peut montrer l'origine des fonds, Patte blanche. voilà, toutes ces Montrer patte choses-là, blanche. qu'on a une très bonne connaissance de nos clients. Donc, ça s'appelle Know Your Customer en anglais. Bon, ben, toutes ces procédures-là sont des procédures qui sont aujourd'hui très intégrées dans les processus des grandes banques. Probablement pas encore toujours dans les néobanques qui veulent plutôt favoriser la rapidité d'ouverture de Détriment de la compte, etc. sécurité. Voilà. Et progressivement, bah, elles sont régulées de la même façon et donc ces sujets-là les rattrapent. Mais je crois que nous, aujourd'hui, il ne faut pas se dire que la régulation est ce qui va nous protéger comme une barrière. Non, la régulation... C'était une question que j'avais à vous poser. Ah bah, écoutez, je la devance. Ça allait un petit peu. Non, les GAFA n'aiment pas spécialement, en tout cas, bien sûr que ça les tente l'excès pas. de réglementation. Et donc, c'est pour ça que les GAFA, aujourd'hui, elles attaquent plutôt sur des services qui sont hors régulation. Par exemple, les paiements, qui est un sujet... Alors, il est régulé, mais de façon beaucoup plus légère. Et ça, c'est un enjeu très important. Et le sujet des paiements est un débat majeur, de souveraineté d'ailleurs, pour l'Europe. Des banques condamnées à se réinventer parce qu'il y a tout ce qu'on a dit là, de cette concurrence, le contexte réglementaire, les taux d'intérêt bas, on ne sait pas quand on va en sortir, ça rogne vos marges d'intérêt. Est-ce que le métier de banquier, je ne dis pas qu'il est menacé, mais est-ce qu'il est corseté par tout ça? Non, mais vous avez dit condamné à se réinventer. Moi, je pense que se réinventer, c'est toujours une chance. C'est penser l'avenir différemment, faire progresser son entreprise, faire progresser sa relation avec les clients. Et donc, en l'occurrence, des aiguillons, nous en avons. Un petit mot, Laurent Mignon, des défis green aussi qui se posent aux banques. On l'a vu dans le reportage en début d'émission, l'émergence de néobanques vertes avec l'engagement que l'argent confié finance des projets qui sont durables et responsables. Est-ce que ça aussi, c'est un défi de court terme pour les banques? Oui, enfin, je pense que c'est un défi pour la société majeur qui est la transition vers une économie décarbonée. Mais on attend les banques sur ce sujet. Bien sûr qu'on attend les banques, comme on attend la société. C'est une évolution majeure, ça ne va pas être quelque chose de... C'est une transition, c'est en fait c'est un monde nouveau qu'on est en train d'inventer. Et c'est pas simplement en finançant quelques éoliennes que ça va se faire ou en finançant quelques parcs photovoltaïques. Et on peut calculer son empreinte carbone quand on est client BPCE par rapport à ses achats du quotidien? Non, on ne peut pas aujourd'hui. Mais c'est quelque chose qu'on pourrait faire un jour. Mais fondamentalement, le gros enjeu, il est beaucoup plus que dans le caractère ludique de savoir si... C'est pour ça qu'on change aussi nos comportements quotidiens. Hein. Bien sûr, ça fait partie, et toutes ces choses-là font partie de ce qui concourt à faire progresser la société vers un monde décarboné. Mais ce monde décarboné, il va prendre du temps. Et le gros enjeu que nous avons, c'est accompagner nos clients dans la durée sur la transition. C'est une
transition. On ne va pas passer d'une économie où les voitures roulent à l'essence à une économie où elles sont toutes voilà, à l'électrique, pour peu d'ailleurs que cet électrique ait été produit de manière qui soit propre. Et ça posera d'ailleurs le sujet de la taxonomie européenne, de tout ce qui, derrière, sont des sujets majeurs qui nécessitent beaucoup de travail, qui sont très sérieux, dans lesquels les institutions financières doivent s'engager parce qu'elles ont un rôle en orientant après l'épargne vers ces financements. Les défis sont nombreux à relever pour les banques. Très nombreux, mais c'est ce qui fait que c'est passionnant. Bon, très bien. Merci d'avoir été avec nous. Laurent Mignon, donc le président du groupe BPCE, Banque Populaire, Caisse d'épargne. Merci. Merci beaucoup. Alors, il n'y a pas que les banques qui doivent s'engager en faveur de la protection de la planète. Nous aussi, clients, on a un rôle à jouer. Focus sur une appli qui peut nous aider. Et cette appli, c'est Greenly. Elle propose de mesurer l'empreinte carbone de nos achats du quotidien. Bonjour Émilie. Bonjour David. Alors, l'objectif, c'est de nous aider à changer un petit peu nos comportements pour les rendre, espérons-le, plus vertueux. C'est vrai, David, qu'au quotidien, quand on fait ses courses, quand on va au resto, qu'on regarde sa série préférée, on ne se demande pas si cette dépense a un coût écologique. Et pourtant, l'empreinte carbone moyenne des Français revient, tenez-vous bien, à 11,2 tonnes de CO2 par an, selon l'ADEME, alors qu'elle devrait tomber à 2 tonnes d'ici 2050 si on veut limiter le réchauffement de la planète à plus de 2 degrés. Donc on est effectivement, Émilie, loin du compte. Comment concrètement cette appli, elle peut nous aider? Alors elle va se synchroniser avec votre banque via une interface entièrement sécurisée. Ça ne prend que quelques minutes. Elle a accès à la liste de toutes vos dépenses, la liste de vos dépenses qu'elle va ensuite décortiquer. J'ai pas trop envie qu'on ait accès à mes comptes, pardon. Alors, l'appli n'a accès qu'à vos transactions, rassurez-vous, mais pas à vos identifiants. Et ces infos, évidemment, elle s'engage à les garder confidentielles. D'ailleurs, la CNIL a estimé bien que c'était une bonne élève en matière de protection des données. Oui, mais on peut comprendre que certains, pour le coup, soient frileux. C'est leur compte en banque quand même, non? Alors, c'est justement pour les rassurer qu'elle s'est également adossée à des banques. Alors, il y a par exemple la BNP, Hello Bank, Pixpay ou encore OnlyOne. Donc, vous la retrouvez aussi en marque blanche sur l'appli de votre banque. Donc, que ce soit sur l'appli Greenly ou sur l'appli de votre banque, c'est le même principe. On va scanner vos dépenses. Et comment ça se passe justement, ce scan? Alors, d'abord, l'appli catégorise. Est-ce que c'est du loisir? Est-ce que c'est de l'alimentaire? Ou est-ce que c'est de la santé, par exemple? Ensuite, elle va convertir cette dépense en grammes ou en kilogrammes de CO2 émis. Et vous vous êtes prêtée au jeu, Émilie? Oui, alors je me suis prêtée au jeu. Alors, je vous cite quelques dépenses en vrac. Par exemple, mon panier de courses de 200 €. Eh bien, il représente 130 kg de CO2 émis. Mon vélo acheté 150 €, 134 kg de CO2. Ma crème de beauté à 30 €, 22 kg de CO2. Ou encore mon abonnement Netflix à 10 €, 17 kg de CO2. David, vous voyez l'idée. Vous avez souligné le coût écologique de tout ce que vous dépensez. Ça met un petit peu mal à l'aise. Ça donne envie de faire un petit peu mieux quand même pour la planète. Et pour nous aider, l'appli nous propose pour chaque dépense une alternative moins énergivore, type Yuka. On peut également compenser nos émissions en finançant des projets green ou encore en se constituer, pourquoi pas, une cagnotte pour chaque dépense responsable effectuée chez une marque partenaire. Ouais, mais cette appli, est-ce qu'elle est capable de traiter toutes nos dépenses, parce que ça reste un algorithme qui est donc à ses limites? Alors, Greenly se dit capable de reconnaître entre 85 et 89% de nos transactions. Alors, dans mon cas particulier, elle n'a pas su reconnaître, par exemple, un panier de courses acheté dans une ferme en Normandie, ni mon abonnement à un quotidien économique. Donc, vous voyez, il y a quelques petits progrès à faire quand même. Une question, Émilie, sur le mode de calcul. Comment est-ce que ça fonctionne pour convertir des euros en kilos de CO2? Alors, l'appli fait un ratio. Elle va prendre les émissions de CO2 d'un produit ou d'un service rapportées à votre ticket de caisse. Alors, vous allez me demander où est-ce qu'elle trouve toutes ces infos, effectivement, de CO2. Eh bien, elle se base sur des données sérieuses. Alors, ça peut être les données de l'ADEME, les données d'Exiobase qui recensent des données macro fiables. Elle peut également se baser sur les bilans RSE des entreprises. Alors, je vous donne un exemple, par exemple, avec mon vélo que j'ai acheté chez Decathlon. Voilà, le fameux vélo. Elle s'est basée sur les émissions de CO2 que la société avait publiées en 2019, soit 11 milliards de tonnes de CO2. Elle a donc divisé ce chiffre par le prix de mon vélo. Mais qu'est-ce qui se passe si ou quand il n'y a aucune info sur la société? Ça peut arriver. Oui, alors dans ces cas-là, elle va regarder la moyenne du secteur. Alors c'est vrai que c'est plus approximatif, mais ça donne quand même une idée. Alors exemple avec mon abonnement Netflix, effectivement, elle n'avait pas de données sur le Netflix. Elle s'est basée sur la moyenne du secteur, donc celle du streaming vidéo. Elle a regardé par exemple l'empreinte, vous savez, de ces gigantesques data centers qui se trouvent en Irlande. Est-ce que tout ça n'est pas un peu réducteur? Parce que la somme dépensée ne dit pas tout
de notre empreinte carbone. C'est vrai, vous avez raison, un panier de courses à 50 € ne sera pas forcément plus énergivore qu'un panier à 30 €. Mais ce qui est bien avec cette appli, c'est qu'on a la possibilité d'affiner ses dépenses. Alors par exemple, ce qu'il y a dans votre panier, si c'était plutôt de la viande rouge ou des légumes bio, ça n'aura pas la même empreinte forcément. Ça marche aussi avec votre fournisseur d'énergie qui propose ou ne propose pas d'énergie verte. Idem avec votre billet SNCF. Un TER n'aura évidemment pas la même empreinte qu'un billet TGV. Donc en fait, on a la possibilité d'en dire beaucoup plus sur notre profil, à condition de s'y prêter au jeu, parce que c'est vrai que ça prend un petit peu de temps. Cette appli, on le voit bien, elle a ses limites, mais bon, elle a le mérite d'exister, ce qui est très bien. Quel bilan on peut faire aujourd'hui? Est-ce que les particuliers comme vous, Émilie, jouent le jeu? Alors, en 2 ans d'existence, elle a quand même déjà 4 millions d'utilisateurs, des utilisateurs qui petit à petit changent leur comportement. Pour preuve, ceux qui l'utilisent une fois par semaine émettent jusqu'à 20% de CO2 en moins que ceux qui se connectent une fois par mois. Et puis à noter enfin, David, que Greenly a été élu FinTech de l'année 2020. Allez, merci beaucoup, Émilie. Merci, David. C'est la fin de cette émission. Pourvu que ça dure, l'émission qui rend l'éco-responsable sur Public Sénat, émission à voir ou revoir sur Public Sénat ou en replay sur publicsénat.fr. Rendez-vous dans 2 semaines.